Mon plus gros trouble, là, c'est à un moment donné, c'est justement, on a un scoop qui a un éboulement dessus. Il est enterré par les roches. Donc, il a fallu qu'on l'enterre pour qu'on puisse aller ramasser à la roche. Puis quand on a fini par le sortir de là, C'est scrap. il était scrap. Fait que là, vous avez perdu 2,5 millions. Ouais. En l'espace de quelques heures. Ouais. Fait qu'ils ont gagné le Bill Dennis Award cette année pour le gisement Inukshuk. Tous des gisements historiques qui avaient été découverts. Ça, c'est la première découverte d'importance qu'on fait. Tu sais, l'avion est extrêmement limité là, en capacité. Là. Pour un tiers de notre capacité de l'avion, c'est l'épicerie. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans votre émission Mining Leaders. Nous sommes heureux d'avoir aujourd'hui un invité avec lequel nous allons aller faire le tour d'horizon de notre dimension de l'industrie minière. Comme vous le savez, à l'habitude, on essaie d'aller un peu faire découvrir les différents secteurs de l'industrie minière. C'est ça le sens de cette émission-là. Et bien aujourd'hui, nous allons faire le tour d'une question centrale des opérations minières, un secteur que je dirais qui est quand même névralgique pour les opérations minières parce que nous savons que sans ça, il est impossible de sortir ne serait-ce qu'une tonne de minerais sous terre. Et donc, je parle bien évidemment de la maintenance minière. Donc, avec mon invité d'aujourd'hui, nous allons faire le tour d'horizon de ce secteur spécifique. Bonjour Simon Brassard. Bonjour Youssouf. Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Là, c'est vraiment, je me sens choyé d'être ici ce matin. Puis là, cette semaine, je vais écouter un peu le podcast, je connaissais pas, OK. pour voir la vibe un peu, de quoi ça va l'air. J'ai commencé ça mardi. Et là, je me suis laissé emporter là-dedans. OK. J'ai 5 épisodes d'écouter. OK. Je pensais écouter juste des débuts, mais finalement, tous les épisodes que j'ai commencés, je les ai complétés. Ah, bah c'est bon. Vraiment intéressant, là. Fait que là, je me sentais choyé, mais là, encore plus d'être ici ce matin, j'ai trouvé les 5 épisodes que j'ai vus. Fait que là, j'ai hâte de voir les 7 qui me restent, 6 ou 7 qui me restent à écouter. Même celui-là avec les ministres de l'Environnement, le dernier, là, je me Le disais, ministère, là là, oui. ça va être, je pensais que ça allait être comme pas intéressant, là, tu sais, le ministère puis tout ça. Puis hey, j'ai appris plein de choses. Fait que c'est vraiment bien que tu changes les domaines comme ça parce que même moi qui ai passé comme ma vie dans les mines, mais j'ai appris vraiment beaucoup de choses à t'écouter cette semaine. Ah, ben, merci beaucoup. C'est exactement ce qu'on vise avec cette émission-là. C'est justement parce que moi, je l'ai remarqué, on travaille pour le même objectif, mais on a une vision très limitée de qu'est-ce que font nos autres collègues un peu partout. Donc, à travers justement des épisodes, nous allons pouvoir un peu, comme avec vous aujourd'hui, aller faire une plongée dans les opérations minières. Et merci, c'est moi qui vous remercie d'avoir accepté de faire partie de nos invités et de partager votre expérience avec notre public. Et je suis sûr qu'ils vont être super contents d'apprendre beaucoup sur la question de la maintenance minière. Alors, Simon, je commencerai à te demander de te présenter aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, s'il vous plaît. Oui, Simon Brassard. Moi, dans le fond, je suis père de famille, j'ai 2 adolescents. Je travaille au Nunavik. Oh, Dans des rotations. Je demeure à Saint-Jérôme. OK. Donc, ce matin, c'était parfait. J'ai pu aller porter mes kids à l'école, puis m'en venir ici après. Le timing était idéal pour moi. J'ai commencé, dans le fond, en finissant mon baccalauréat en génie mécanique en 2007. J'ai commencé presque tout de suite dans l'industrie minière en maintenance. Donc là, ça fait déjà presque 20 ans. Eh boy, c'est bon. Et j'ai passé à ça en m'en venant dans l'auto tantôt, genre presque 20 ans. Donc, pas tout dans l'industrie minière, là, mais presque tout en maintenance. Donc, là-dedans, moi, j'ai fait plusieurs rôles. Là, je pense tous les rôles d'un département de maintenance OK. dans différentes compagnies.
autant superviseur que planificateur, ingénieur de maintenance, fiabilité, surintendant. Là, présentement, j'occupe le rôle de directeur de maintenance chez Canadian Royalties. D'accord. Puis, c'est ça. Fait que, Wow. rendu là. Mais on a la chance d'avoir quelqu'un qui a quand même touché à tout dans le secteur de la maintenance, comme il vient de le dire. Donc, avec lui, on va pouvoir aller justement découvrir morceau par morceau les différentes strates de ce métier-là. Simon, vous avez 2 enfants. Vous êtes en rotation au Nunavik. Nunavik. Comment qu'on gère ça? Écoute, moi, quand mes enfants sont nés, j'étais déjà en rotation. OK. OK? Puis là, une fois qu'il faisait partie de notre vie, ma conjointe et moi, ben là, on était plus sûrs qu'on faisait le meilleur choix pour notre famille. D'avoir un père absent la moitié du temps pour faire des rotations, puis une mère qui se retrouve seule à la maison la moitié du temps. On était vraiment plus certains qu'on a remis ça en doute. Donc, assez en doute que j'ai décidé de prendre une pause là, des rotations et des mines, puis je suis revenu, moi, travailler proche de la maison, dans un emploi plus régulier, là, 9 à 5, lundi au vendredi. Puis, fait qu'on a essayé ça, mais après 1 an là, d'un commun accord, là, ma conjointe et moi, là, on aimait mieux notre vie, notre horaire avec moi en fly-in, fly-out pour paquet de raisons, là, mais ouais, fait que suite à ce test-là, je suis retourné en rotation dans les mines. Donc là, comment qu'on gère ça? Ben, c'est sûr que ça prend une conjointe qui est très indépendante, qui est très autonome. Fait que j'ai la chance d'avoir ça. Puis mes enfants, mais là, eux autres sont nés là-dedans, fait qu'ils sont habitués. Mais quand on est là, quand on est à la maison, ben là, on a beaucoup de temps. Là. Donc, tu sais, là, comme là, je peux aller les porter à l'école, je peux aller les chercher à l'école, je peux participer à toutes les activités. Tu sais, quand on rattrape l'absence, là, c'est ça. Exact. Là, mon feeling à moi, c'est que là, j'ai plus de temps. J'ai peut-être moins de temps au total, mais j'ai plus de temps de qualité. OK. Oui, hein. Au final, là, parce que j'ai quand même 26 semaines de congés par année. Là. Oui, c'est ça aussi. Ce qui est... Ouais. En plus des congés annuels que tu devrais avoir dans ton contrat. Exact. Ça, c'est une chance quand même. Fait que, oui, fait que ça fait... C'est ça. Fait que c'est un beat de vie atypique, là, vraiment atypique. Non, je sais qu'est-ce que c'est. C'est dans notre métier d'exploration minière aussi. Là, c'est souvent des rotations et j'avoue que je comprends parfaitement. C'est pas si évident, mais avec une bonne balance, on arrive à s'en sortir. Simon, comment tu es arrivé à embrasser le domaine de la maintenance, la mécanique? Ingénieur, c'est ça? Ouais. Ingénieur en mécanique? Ouais. OK. Moi, là, dans le fond, la première année, quand j'ai fini avec mon bac, là, prêt à travailler, là, cette première année-là, j'ai fait, je pense, 3 ou 4 emplois différents. Fait que malheureux, jusqu'à temps que j'ai la chance d'avoir un poste de superviseur maintenance. OK. Dans une fonderie. Une fonderie à Saint-Jérôme. Donc, puis là, je suis tombé dans mon élément. Je l'ai su comme direct. Instantanément, presque, là, gérer une équipe de mécaniciens et d'électriciens, puis d'entretenir l'usine pour qu'on atteigne les objectifs de production. Là, je l'ai su tout de suite là, que j'étais à la bonne place. Puis c'est ça, fait que industrie lourde, fonderie, industrie quand même lourde, pas aussi lourde que le mining, que le minier, mais quand même assez lourd. Puis pendant que j'étais superviseur à cet endroit-là, je me suis retrouvé à engager un mécanicien qui, lui, arrivait de Fermont. OK. Puis qui m'a parlé de ça, les mines en fly-in, fly-out. J'avais jamais entendu parler de ça. Je savais pas que ça existait. Oui. Fait que là, il avait vraiment piqué ma curiosité. Puis, fait qu'un an ou 2 plus tard, je me suis retrouvé comme ingénieur de maintenance au lac Bloom. OK. Au démarrage du concentrateur. Ouais, pour le faire, hein, c'est ça. À l'époque, là, c'était la Junior Consolidated Thompson qui était encore propriétaire de ça. OK. Ouais.
Waouh, en plus, c'est pas à côté, là. Non, fait que non, c'est une bonne petite ride en avion, ouais. Waouh, waouh. Fait que là, quand même, je vois, là, tu travailles au Nunavik, tu étais au lac Bloom, tu as toujours été quand même dans les endroits, on va dire excentrés, hein, éloignés. Ouais, Ça fait quoi de travailler au Nunavik? Moi, j'ai jamais eu la possibilité de travailler là-bas, mais j'ai déjà eu des amis ou des anciens camarades, collègues, et tout le monde en parle vraiment comme si c'est l'extrême de l'extrême. ouais, Qu'est-ce que ouais. tu peux nous dire là-dessus? Ben, je peux vous dire que plus tu montes au nord, à un moment donné, là, il y a une ligne qui se trace au 57 ou 8e parallèle. Je me souviens plus lequel parallèle, mais là, les arbres arrêtent de pousser Waouh, parce que tu sais, le climat est trop difficile. Fait que les arbres, il n'y en a plus rendus à cette ligne-là. il y a plus d'arbres du tout. Il n'y a plus d'arbres. Donc, Waouh, donc, nous autres, on est, où ce qu'on est, nous autres, on est pas mal en haut de cette ligne-là. Donc, le climat, il est, il est dur. t'es vraiment très dur, là. Tu sais, quand que la faune réussit pas à s'y implanter, Ouais, c'est ça. là, c'est, S'il est dur sur les arbres, il est dur sur toutes là. c'est dur sur tout. Fait la meilleure façon de le décrire, je pense que que ça ressemble le plus, c'est au désert, OK. mais remplace le sable par de la Bah, neige. la neige. C'est comme perte d'horizon, là, très peu de dénivellation et pas d'arbres, donc ils vendent presque en permanence. Eh boy. Et les 3 mois qui neigent pas, c'est juin, juillet, août, qu'il n'y a pas de neige au sol, là. Puis les 9 autres mois de l'année, il y a de la neige au C'est sol. juste la neige. Fait qu'entre le Nunavik et Fermont, il y a une grosse différence. Parce qu'à Fermont, là, il y a quand même de la végétation, Hmm. puis ça ressemble quand même à ici, mais Ouais, en plus froid. ouais. Mais au Nunavik, là, c'est ça je me souviens quand je suis atterri la première fois que j'ai atterri sur, on a un aéroport là, pour nous. Dans le OK. fond, c'est un camp minier, là. L'avion, on nous dépose là. Directement dans le camp. Pas d'arrêt dans le camp, mais on prend l'autobus, on s'en, tu sais, Ouais, c'est pas si loin que ça. y a rien d'autre, là. Tu sais, c'est un aéroport pour la mine. Puis, quand je suis atterri là, je me suis dit, hein, on atterrit sur la mine. Parce que, je voyais aucune végétation, c'était toute de la roche. Partout pareil, comme, ça ressemblait à une zone qui avait été décapée OK. pour préparer Ah. je dis, ah ouais, la mienne est donc bien grande, tu sais, ça, c'est le première pensée que j'ai eue quand j'ai atterri, là, avant de comprendre qu'il y avait juste pas de végétation ici. Donc, c'est resté toute l'épaisseur de mort terrain qu'on Ouais, appelle, qu'il y a ouais, ici, là, c'est la végétation morte qui s'accumule depuis des millénaires. Ouais. ouais. Ça n'existe pas au Nunavik. C'est resté sur la roche, sur le bedrock, là, dans le fond. Waouh, waouh. Fait que ça... Non, c'est passionnant. C'est passionnant. Je vais certainement te poser des questions là-dessus, comment que ça se passe l'approvisionnement dans un contexte comme ça. Mais on y reviendra plus tard. Simon, avant de rentrer dans le vif du sujet, là, j'aimerais pouvoir te demander de nous faire un peu, de nous expliquer à peu près c'est quoi exactement la maintenance minière. Toutes les personnes qui nous regardent là, je suis sûr qu'il y a une grande proportion qui entendent juste parler de ça, mais qui savent pas réellement qu'est-ce que c'est, alors que c'est quand même un levier stratégique hein, pour les opérations minières. C'est le cœur même de l'activité minière, si on peut le dire. Ouais, le cœur même, c'est bien dit ça. C'est ça, la perception générale est souvent que on est souvent pris pour acquis. Tu sais, là, puis c'est comme un gros centre de coût, là, une grosse dépense, Mhm. puis ça, la mine va fonctionner, là, mais les opérations et la maintenance sont vraiment là, mariées ensemble, là. Un va pas sans l'autre, là. Parce que les opérations dans une mine, ce n'est que des équipements, là. Il y a personne qui travaille de façon manuelle. Donc, tout le Ouais. monde soit opère un équipement ou travaille dans une usine. Tout est mécanisé. Donc, stratégique, là, c'est sûr là, que c'est vraiment stratégique parce que sans tes équipements, là, ils vont pas. Ils vont fonctionner un temps là, sans maintenance, sans entretien, mais vraiment un petit temps. Je ferai un parallèle avec, je pense qu'il s'appelait Fabrice, le gars
Oui, de GeoSquad, ouais. De GeoSquad, lui, Ouais. j'ai aimé qu'est-ce qu'il a dit, là. Il parlait des mines en Afrique. Oui. Que les petites mines, là, dans le fond, c'était des travailleurs avec des outils manuels. Là, tu sais, là, ils se faisaient des trous aux autres mêmes, puis ils remontaient ça à la surface. Puis là, pour aller une coche en haut de ça, un niveau 2, là, ben là, tu leur donnais des équipements, là, des excavatrices avec des usines de traitement rudimentaires, puis là, ça devenait une plus grosse mine. Fait que là, déjà là, les travailleurs là, devenaient des opérateurs de machines. Fait que là, déjà là, tu sais, pour tomber niveau 2, il faut que tu aies des équipements qui fonctionnent. Fait que tu peux les acheter, des équipements. Tu travailles ton investissement, tu fais l'acquisition des équipements, mais là, après ça, si ces équipements-là arrêtent, tu retournes au stade initial, là. Au stade initial. Puis là, je trouvais ça le fun. Son projet, je me souviens plus du nom, son gros projet de... Oui, Nescorp. Oui, il a lancé pour là comme un niveau 3, là, tu sais, là, ça va être plus des petites excavatrices, ça va être des grosses excavatrices avec une grosse usine comme on voit ici. Mais là, tu deviens avec des gros équipements que l'entretien de ça devient plus difficile et plus complexe. Tu peux plus difficilement là, aller au garage du coin puis te dépanner, puis continuer à opérer. Là, tu vas aller toucher à des expertises qui deviennent plus complexes. Là, donc, il y a un beau parallèle à faire avec... Ouais, c'est bon de voir ça comme ça. Là, toi, tu es directeur de maintenance. Ça fait quoi un directeur de maintenance dans une opération minière dans le Grand Nord? C'est quoi? Est-ce que tu peux nous faire en 1 ou 2 minutes une journée dans la vie d'un directeur de maintenance? Quand tu te levais le matin, tu prends ton café là, à 5h30, c'est là que tout démarre, j'imagine. À quel moment la pression arrive dans la journée? Ben, en ouvrant, c'est sûr qu'en ouvrant mon ordi, là, je m'en vais voir mes KPI. Là. J'ai mes KPI principaux qui m'indiquent l'état des équipements, l'état de la flotte. Puis là, c'est sûr que je vois dans un instant si ça va bien ou si ça va mal. Ça, c'est le chiffre de nuit. Quand toi, tu te réveilles le matin? Moi, c'est live. Ah, OK. C'est live. Tu sais, je vois le live, là, qu'est-ce qui se passe. Puis là, si ça va bien, ben... tout va bien. Tout va bien, mais on tombe dans des projets d'amélioration, tu sais, puis on veut toujours faire mieux. Continue, oui. Parce qu'en maintenance, là, c'est ça que je trouve intéressant. Il y a toujours des possibilités de s'améliorer. On a un paquet de problèmes qu'on pourrait faire mieux, fait qu'on peut travailler dessus, fait qu'on est en constante amélioration continue. Mais quand ça va mal, ben là, après ça, je peux aller voir ma planification, je peux aller voir le planning de la journée, puis voir, hey, les gars, sont-tu bien en ligne pour répondre à l'urgence, répondre aux besoins, pour ramener ça dans les specs qu'on cherche. Puis là, quand je vais voir ça, puis que je vois que les gars sont bien alignés, là aussi, ça va bien. OK. Mais, fait que là, sinon, ben là, fait que là, je joins l'équipe pour mêler mes idées à moi aussi, pour identifier des solutions pour le plus rapidement possible, là, remettre les opérations à pleine capacité, là. Donc, fait que moi, directeur maintenance, moi, je travaille, quand je suis chez nous, je travaille tous les jours, là, quand même, un petit peu, oui. Moins que quand je suis à la mine, mais tous les jours, là, je fais un suivi, là, auprès de mes équipes. J'ai plusieurs différentes équipes. Et, mais c'est sûr que moi, mon rôle, c'est sûr que c'est pas d'aller gérer le quotidien, là. Le moins possible, j'essaie de m'impliquer dans le quotidien, puis j'essaie de voir à long terme, prévoir qu'est-ce qui s'en vient pour les opérations, pour nos départements, puis faire la trail là, pour que quand on va arriver l'année prochaine, on soit prête, puis que nos projets stratégiques continuent d'avancer au niveau des améliorations qu'on veut faire dans le département. Mais ouais, fait qu'un directeur de maintenance, là, ça gère des équipes. Puis ces équipes-là ont leurs surintendants, eux autres, là, donc je gère des surintendants, mais ouais, fait que c'est la gestion de personnel, je dirais dans trois mots, là, 2 mots. Non, certainement, on va y revenir également pour le côté gestion de toutes ces équipes-là quand même. Là, au niveau de la planification, parce que, bon, en tant que directeur, comme tu dis, tu es plus sur
le big picture, la stratégie que dans le day-to-day. Au niveau de la planification, comment ça se passe exactement dans la mine? Le département de production prépare, j'y connais pas grand-chose, mais je pense juste comme ça. Département de production prépare ses plans, coordonne avec vous. Comment vous vous organisez en différents départements dans la mine? Ben, il y a 2 gros départements là, dans la mine. Il y a l'usine, OK, puis il y a la mine. d'accord. Fait que l'usine, elle, c'est un c'est un département d'entretien fixe. Dans le fond, l'usine c'est un concentrateur, dans le fond. Fait qu'eux autres, tout ce qu'on extrait de la mine rentre là-dedans. Puis eux autres marchent, ça, c'est, dans le fond, c'est la disponibilité de ces usines. L'attente en disponibilité de l'usine est très haute. C'est des usines qui sont designées pour faire du 94% et plus de disponibilité globale par année. Donc, ça l'arrête vraiment pas souvent au cours de l'année. OK, Donc, ça marche en shutdown. Ça veut dire qu'on essaie de concentrer tous les travaux sur des courtes périodes de temps. OK. Dans cette usine-là, le plus gros ennemi, c'est l'usure. Oh, ouais. Je sais pas si tu es déjà allé dans un concentrateur. Oui. Bon, la roche arrive sur un convoyeur, dans le premier convoyeur, mais après ça, là, tout le reste dans l'usine, là, ça se déplace avec des pompes. Mhm. Parce qu'on mélange la roche Avec les produits. avec de l'eau. Ouais. Puis là, on est capable de la pomper. Donc là, c'est très abrasif, là. C'est comme si on pompait du sable, là. OK. Fait que tous les équipements dans l'usine s'usent à cause de l'abrasion. Mhm. Donc, le plus gros défi de l'usine, c'est d'entretenir ces revêtements-là. Donc, dans les arrêts on essaie de planifier autant que possible, on rentre des grosses quantités de travailleurs, enlever les vieux revêtements, en installer des nouveaux. Après ça, repartir, puis se rendre au prochain arrêt planifié sans arrêter entre les deux. Fait que ça, c'est leur défi, la gang du concentrateur. Ouais. Mais à l'entretien mobile, là, on gère une flotte d'équipements. On a 20 camions de production, 15 chargeuses, 5 drills. On a tout. Des camions de combien de tonnes, là? Nous, présentement, on opère une flotte de 30 et de 45 tonnes sous terre. OK. Et là, dans notre prochain gisement, est-ce que tu dois connaître le PIDAC? Pas le PIDAC, le prix Bill Dennis Award? Oui, ouais, ouais, Ouais. ouais. Notre équipe d'exploration l'a gagné. Ah ben oui, oui. C'est ça avec Maxime. Tu connais Maxime? Oui, oui, oui. Hein? De nom, de nom. De nom? Hey, il Ouais. va être content de Mais savoir ça, tu le connais de nom. ouais, j'ai surtout été à l'école avec Alizé aussi. Alizé a travaillé Alizé a là-bas. travaillé avec lui. Ouais, OK. Fait qu'ils ont gagné le Bill Dennis Award cette année pour le gisement Inukshuk, qui est Oui. un gisement que c'est nous autres, on a plusieurs gisements sur le site. Mhm. C'était tous des gisements historiques qui avaient été découverts quand la compagnie a été fondée en 1998. OK. Les gisements existaient tous. Là. Ils ont Ouais. été définis par nous, puis mais il n'y avait pas eu de découverte. Ça, c'est la première découverte d'importance qu'on fait. Fait que c'est un gros gisement, puis on en a pour 10 ans, puis on s'en va là. On va commencer à exploiter ça en 2028. OK. Puis là, on va grossir notre flotte pour ce gisement-là. Fait qu'on on va opérer les plus grosses chargeuses et les plus gros camions qui se font pour le sous-terre. Wow. Dans ce gisement-là, qui est des 63 tonnes, les camions les plus gros qui se font pour les opérations souterraines. Quand même. Ouais, c'est des gros véhicules, là. Ça va en faire de la circulation aussi, là, sous terre avec autant de camions. Oui, ben c'est ça. Tu les veux le plus gros possible, justement, parce que là, nous autres, c'est des rampes. Donc, tous les camions qui se font charger, il faut qu'ils remontent, puis tous ceux qui sont en haut, il faut qu'ils redescendent. Fait que pour sortir les tonnes que tu as à sortir, la circulation, c'est un enjeu. Donc, plus tes camions sont gros, moins t'en as, plus c'est facile de circuler dans la mine. Ouais. Puis là, pour l'entretien, ça rajoute une complexité là, parce que tes équipements sont dans le fond de la mine. Accéder aux équipements, c'est difficile. Puis là, si tu as une intervention à faire sur l'équipement, il faut souvent que tu le sortes de la mine pour l'amener au garage. Ça prend combien de temps pour la sortir d'une mine? Un camion. Les camions, c'est pas long. OK. C'est quelques minutes. S'ils fonctionnent. Ah ouais, OK.
OK. S'ils fonctionnent, c'est 5-10 minutes leur remonter en haut. Nous autres, c'est pas creux, là. C'est pas comme il y a des gisements à Val-d'Or qui sont très creux, là. Oui, c'est ça. Nous, c'est en surface, là, si on est à 200-300 mètres. Ah, OK, c'est pas comme les gisements en Val d'Or, là, t'es rendu à 1000 mètres de profondeur. Rien à voir OK, avec, OK. rien à voir. Nous autres, on est quand même vraiment à surface. 2 des gisements qu'on opère présentement, c'était des open pit au début. OK. Puis là, rendu à une certaine profondeur, ça fait Partir en sous-terre. ouais, ça ferait trop de dilution à continuer en open Ouais. pit. Fait qu'on est en sous-terre. Puis à Inukshuk, on va commencer directement sous terre. Il n'y aura pas d'open pit dans celui-là. Ouais. Fait qu'on avait une flotte de camions de surface. On a opéré beaucoup avec les 2 types d'équipements. Puis là, on s'en va exclusivement sous terre à partir de cette année. Wow. Là, un camion, là, on va aller un peu parler de la fiabilité, justement. Euh, Quand un camion tombe en panne, j'imagine, moi, j'ai déjà été dans les mines, là, j'ai vu des camions gigantesques. Comment qu'on gère ça? Comment, c'est tellement gros. Ouais. Surtout, certaines mines, c'est même pas d'une rampe, là, c'est une descendrie. Ouais. Les camions se font monter sous terre. Comment qu'on fait? Ben là, quand le camion tombe en panne, la première chose qu'on va essayer de faire, c'est de régler la panne sur place. Beaucoup de pannes vont réussir à se régler sur place. Il va y avoir un problème électrique avec un fil. Il va y avoir une fuite de diesel. Il va y avoir une section de l'entrée d'air de déchirée. Fait qu'on a des mécaniciens qu'on appelle de service. Eux autres ont des véhicules de service. Mhm. Ils vont être appelés, ils vont se déplacer au véhicule. Puis ces gars-là vont essayer de diagnostiquer puis de le remettre en fonction. OK. Ça, c'est le scénario idéal. Donc, il arrive sur place, il trouve le problème, puis il est capable, avec ce qu'il y a dans son camion, de le remettre en marche. Sinon, il trouve le problème, il va chercher une pièce, il revient, il le D'accord. remet en marche. Puis s'il n'est pas capable de trouver le problème ou que c'est un trop gros problème ou que c'est trop long, là, on va être obligé de le remorquer à En la voiture. surface. Là, ça devient une opération plus difficile. Donc, ça prend souvent ça va prendre un camion qui va le tirer, Tirer par devant pour la sortir de sous terre. ouais, jusqu'en haut. Fait que les opérations de remorquage, ça s'appelle une opération de remorquage. OK, c'est toute une C'est opération, une là. activité. Là. Ouais. On le prévoit, puis là, on veut pas le faire pendant le chiffre parce qu'on va trop nuire Les autres activités. les autres activités. Fait qu'on time ça à la fin du chiffre ou sur le début du chiffre pour minimiser les activités. Fait que les gars vont le sortir, ils vont l'amener jusqu'au garage principal. Puis là, on va prendre le temps De réparer. de réparer comme il faut. Ouais. Et pendant ce temps-là, j'imagine que vous avez aussi en arrière les autres départements qui poussent, parce que là, on parle d'une mine, on parle de productivité, là. On veut que ça roule vite, on veut pas que ça s'arrête. Et donc, chaque minute que les camions sont arrêtés, c'est de la production qui diminue, là, en réalité. Donc, c'est comme une perte d'argent en soi, là. Directement, ouais. Comment vous gérez cette pression-là, là? Mais peut-être pas toi qui es au-dessus, mais les gens qui sont directement dans la mine, ils doivent gérer ça difficilement, hein, j'imagine. Ben, bien, tu sais, cette pression-là, fait que là, tout le monde veut atteindre l'objectif. Tu sais, tout le monde veut réussir à sortir les tonnes qu'on a besoin de sortir. Mais là, c'est ça. Fait qu'on a des contraintes, puis on a des priorités à gérer. Donc, pour réussir à gérer ça, là, c'est vraiment la communication avec les opérations OK. qui va faire une grosse différence. Fait qu'on a un meeting journalier là, avec OK. la production où c'est ça le but, c'est de réviser. On regarde ensemble les équipements qui sont à l'arrêt, Mhm. puis on révise les priorités ensemble. Parce que D'accord. c'est sûr que on a une capacité limitée d'intervention. Puis on va toujours essayer d'intervenir, d'ajuster notre planification, notre manpower. On va le mettre sur ce qui va rapporter le plus à la mine. Dans le fond, là, Mhm. les camions, là, j'en en avoir quelques-uns de spares. Fait que OK. mettons que j'ai 20 camions, je vais avoir 17 chauffeurs. OK. Parce qu'on sait qu'il va tout le temps avoir quelques camions à l'arrêt là. Un qui va être en maintenance, un qui va être brisé pour X raison. Fait qu'on on a un petit buffer de tous les véhicules, on a un petit buffer pour ça, de prévu. Mais là, quand on tombe en bas de notre buffer, Mhm.
Mais là, c'est là qu'on va essayer de trouver des stratégies pour revenir sur notre ligne. Aller voler une pièce sur un camion qui est déjà à l'arrêt pour en réparer un plus rapidement pour que l'opérateur puisse retrouver un camion. Ouais, prioriser les choses. Ouais. Prioriser les choses. Puis là, c'est ça. Fait que là, c'est dans notre prise de décision au quotidien que les différents... Fait que chaque jour, là, c'est ça, il y a une prise, la quantité de décisions qu'on doit prendre comme équipe de maintenance et la quantité est très grande. Parce que la veille, tu avais commencé un entretien, puis tout était beau, tu avais tous les équipements que tu avais besoin, mais dans la nuit, il y en a tombé 2 ou 3 à l'arrêt. Mais là, le mécanicien qui arrive le matin, lui, il voit pas nécessairement ça. Mais nous autres, on le voit. J'ai OK, là, on avait prévu faire tel travaux sur ce camion-là. Mais là, vu que on est en dessous de notre cible de camion, est-ce que c'est grave si on reporte ces travaux-là à plus tard? Donc, si on dit non, c'est correct, le camion, on peut attendre à sa prochaine maintenance pour faire ces travaux-là. On va les reporter. Puis on va retourner le camion aux opérations parce que les travaux qu'on voulait faire l'empêchent pas de fonctionner. Oh, il peut attendre. Il peut attendre encore. Puis là, c'est sûr que là, si on repousse toujours ça, mais à un moment donné, on va tomber en panne à cause de ça. Fait que là, chaque travaux, il y a une prise de décision qui doit être faite. Fait que chaque jour, là, c'est ça, l'équipe. On est quand même une équipe, une bonne équipe. Là. Il y a plusieurs personnes parce qu'on prend beaucoup de décisions à tous les jours pour gérer cette flotte-là. Là. Ben, c'est ça, des décisions assez critiques là, comme on peut le voir, hein, parce qu'il s'agit quand même de si les camions ne marchent pas, ben on parlera même pas d'opération minière. Exact. Tu peux pas sortir ton minerai de terre, ça pourrait pas aller au moulin. C'est assez critique d'aller justement à prioriser tout ça. Et naturellement, donc j'imagine c'est là que ça rentre en jeu la notion de fiabilité, de s'assurer que les machines soient disponibles pour les opérations le maximum possible du temps. Et donc là, la fiabilité, qu'est-ce que c'est exactement? Vous êtes plutôt dans la mécanique préventive, hein, j'imagine, c'est ça? Ouais, ben c'est ça. La fiabilité, c'est dans le fond là sur le nombre total d'heures qu'il y a dans une année, c'est le nombre d'heures que tu vas être en panne, moins le nombre total d'heures qui étaient disponibles dans l'année. C'est comme ça que tu vas mesurer. Le terme qu'on utilise, c'est disponibilité. OK. Fait que dans une année, mettons qu'il y a 8000 heures totales, puis tu as été 500 heures en panne, ben, tu vas faire 7500 divisé par 8000, ça va te donner la disponibilité du véhicule. Fait qu'on essaie de maximiser la disponibilité des véhicules. Fait pour maximiser la disponibilité des véhicules, tu veux remplacer les pièces avant qu'il y ait une défaillance ou éviter la défaillance. C'est les deux options que tu as pour pas tomber en panne. Puis là, chaque type de véhicule, ben, va avoir ses caractéristiques qui lui seront propres. Dans un camion, il y a moins de composantes qui peuvent l'arrêter que dans une foreuse. Une foreuse a beaucoup plus de systèmes. Dans un camion, il y en a moins. Fait que là, nos activités de maintenance vont faire en sorte qu'on va essayer d'identifier les pièces qui peuvent mettre la machine en panne. D'accord. Et de les remplacer en batch, dans le fond. Quand on l'a dans le garage, c'est comme avec ton véhicule, quand tu vas au garage, tu fais changer tes pneus d'hiver. Ben là, ça va être plus payant de faire changer tes freins maintenant parce que ton véhicule il est sur le lift, les roues sont enlevées. Puis là, tes freins sont encore un petit peu bons, mais je suis pas sûr qu'ils vont se rendre au prochain changement de roue. Fait que là, tu as une décision à prendre. Est-ce que je les change maintenant, les freins, ou j'essaie de me rendre à mon prochain changement de roue à l'automne, ou je prends le risque de revenir au garage pendant l'été? Ouais, c'est assez délicat comme décision à prendre parce que d'un côté, peut-être que la pièce n'a pas atteint son niveau d'usure pour qu'on la change, mais j'ai une opportunité parce qu'il est déjà dans le garage. Exact. Si je prends le risque aussi, avez-vous un canevas de décision? Pas encore. C'est pour ça, là, tu sais,
c'est complexe parce que là, des véhicules, nous autres, on en a comme 10 en même temps dans le garage. Puis là, chaque véhicule, ben là, il y a des décisions de même à prendre à chaque fois, là. Fait que plus que je vais en remplacer, aussi, plus il va être longtemps dans le garage. Je vais peut-être en remplacer pour rien, qui aurait pu attendre. D'accord. Puis là, dans le fond, c'est d'accumuler un historique qui va être important, là, tu sais. Plus que ton historique va grossir, plus que les décisions que tu vas prendre vont être bonnes, tu sais, parce que là, tu vas être capable de te baser ta décision, pas au début, ça va être des feelings, puis plus que le temps va aller, plus que tu vas savoir, non, il va se rendre au prochain, il va être capable d'endurer ça 4 mois, ce OK. véhicule-là. Ouais, On l'a ouais. déjà testé, on l'a déjà fait plusieurs fois. Ouais, il y a l'historique et tout. OK. Ouais, fait que là, fait que ça revient vraiment à l'équipe qui est en place, là. Parce que tu peux avoir plein de données, mais il faut quelqu'un qui les interprète, puis il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide. Fait que l'équipe de maintenance, là, ça fait une grosse différence là, sur au quotidien. Les gars ont à prendre une grande quantité de décisions. Ouais. Fait que plus que ton équipe est forte et compétente, plus que les meilleures vont être les décisions qu'ils vont prendre, puis plus que ta fiabilité sur ta flotte, ça va paraître. D'accord. Et là, c'est quoi la machine qui donne plus de fil à retordre pour vous? Là? C'est quoi la bête noire? Ouais. Dans l'usine, c'est la section concassage. OK. Parce que eux autres, là, ils reçoivent le stock qui arrive de la mine. Fait que là, il y a une variabilité qui est grande. Ils reçoivent des grosses roches, des Des petites roches, petits et ils tout. reçoivent des dents de l'odeur, Ouais, ça, c'est pas bon, ils là. reçoivent des rods de drill, fait qu'ils reçoivent toutes sortes d'affaires. Fait qu'eux autres, c'est cette section-là, c'est celle qui est la plus demandante en entretien. Puis côté mobile, ça varie, mais présentement, nous autres, c'est les chargeuses navettes, les scoops. D'accord. 2 raisons. La raison principale, c'est qu'ils sont téléguidés. OK. Donc, il n'y a plus personne dedans, là. L'opérateur, il est Hors de soit à table. distance, soit avec une manette. OK. Parce que de la façon qu'on mine, on blasse, puis le matériel tombe une Donc, galerie oui. plus bas. Fait que là, on soutire. Donc là, il y a un risque d'éboulement. Oui. Donc, nos opérateurs vont pas là. C'est pour ça qu'on est en remote control. Mais donc là, ces machines-là, quand tu les opères en télé-remote, ils se font brasser pas mal plus que si tu étais assis dedans. OK. Ah. Parce que là, tu n'as pas le feeling de... Ouais, t'es pas 100% dedans, là, pour bien manier ça. Ouais, puis tu brasserais sûrement moins si tu étais dedans. Là, Ouais. fait que là, eux autres, là, c'est... ouais, présentement, les chargeuses navettes, c'est ceux qui nous demandent le plus d'entretien. Wow. Et c'est quoi la plus grosse panne que tu as eu à expérimenter que ça soit à l'usine ou que ça soit au niveau peut-être dans les deux cas, au niveau de la mécanique mobile et ainsi qu'à l'usine, c'est quoi les 2 pannes majeures que tu as eu à voir et comment avez-vous géré ça? En mécanique mobile, c'est toujours moins pire qu'en fixe, parce qu'en mécanique mobile, c'est une flotte. Fait que, tu sais, quand il y a un Tu peux équipement facilement remplacer. qui tombe down, tu sais, c'est pas 100% de ta production qui est à l'arrêt, là. Ta production peut être diminuée, mais t'es jamais 100% à l'arrêt. Mais mon plus gros trouble, là, c'est à un moment donné, justement, on a un scoop qui a un éboulement dessus. Il est enterré par les roches. Oh mon Dieu. Puis J'espère qu'il n'y avait pas d'humain dedans. Non, c'est pour ça qu'on les a pas avec des manettes. Oui. Puis on n'a pas été capable de le sortir en dessous des roches. Donc, il a fallu qu'on l'enterre pour qu'on puisse aller ramasser à la roche tout le tour il a fallu qu'on soit capable de monter dessus pour aller enlever la roche. Puis quand on a fini par le sortir de là, il était scrap. Il a fallu qu'on l'envoie à la ferraille. Ça coûte combien une machine comme ça? 2,5 millions. Fait que là, vous avez perdu 2,5 millions. Ouais. En l'espace de quelques heures. Ouais. Dans le mining, les millions, ça va vraiment vite. Puis dans côté usine, là, les plus gros bris que j'ai vus, ça a été au lac Bloom, là, dans le concentrateur. Là. C'est une grosse usine de traitement, puis ça roule à plus de 100 000
de l'heure. Wow. Donc, chaque heure arrêtée coûte 100 000 et plus, je me souviens pas, là. C'est dans mon, v'là 10 ans, là, c'était ces chiffres-là. Et on avait eu un bris sur un convoyeur, un bris de structure. Le convoyeur était tombé. Et là, je me souviens, moi, je commençais à l'époque, puis on avait été appelé sur la radio, ouais, on a un problème avec tel convoyeur. Et là, j'étais avec mon patron à l'époque, on se déplace en camionnette, puis on arrive là, puis là, on regarde ça, je dis, hein? Fait que là, on comprenait pas qu'est-ce qui se passait, là. Ouais. La structure avait lâché, puis il était tombé. Là, quand on a réalisé ça, moi, j'avais aucune idée, là, quoi. Tu sais, aucune idée des prochaines étapes, là. Ouais. C'était comme, tu sais, on va être arrêté des semaines, là. Tu sais, là, Oh là 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 là. Ça a été mon plus gros arrêt. Fait que pour remettre ce convoyeur-là à sa place, là, il a fallu amener du matériel de la mine, se faire des chemins pour que les grosses grues puissent monter jusque sur le dessus pour aller s'accrocher sur le convoyeur, pour réussir à le relever à sa place. Ça a pris... on a tellement mobilisé, tout le monde était mobilisé, toute la mine était mobilisée Wow. sur ce problème-là. Fait que toutes les opérations minières, les ingénieurs en levage, tout le monde arrivait par avion. Ben oui, c'était devenu un goulot d'étranglement finalement. Hein. Tout était arrêté, puis là, on n'avait pas de date de retour en opération. On savait même pas si c'était faisable de le remonter à sa place. On savait pas si c'était pas sûr que les grues allaient être assez fortes Pour le redresser. Hein. pour le redresser. Fait que ça a été une opération avec 4 grues. Ça a été ça a été mon plus gros bris. C'était j'ai pas de photo de ça. J'en regrette assez de si quelqu'un a une photo de ça, j'en cherche une. J'ai pas de photo, mais dans ma tête, là, c'est mon. Tu le vois encore, hein? Je le vois encore comme si c'était hier, là. C'était tout qu'un bris, ça, ouais. Wow. Mais là, c'est comme tu le dis, hein, on parle là de plusieurs millions qui sont en jeu. Donc, ça fait quand même beaucoup de pression. Et surtout, dans beaucoup de minières, hein, le département de maintenance est peu vu, comme tu le disais tout à l'heure, comme un centre de coûts. Ouais. Des grosses machines qui coûtent de l'argent. Et ça arrive dans toutes les mines de faire des coupures. Ouais. Quand on vous demande à vous autres, là, en département de maintenance, de couper dans le budget, là, Ouais. c'est où que vous êtes en mesure de couper? Ouais. C'est assez compliqué quand même. Très complexe, coupé dans ton budget de maintenance. Puis chaque mine, tu sais, c'est normal, chaque mine, là, on veut avoir les coûts la tonne les plus bas possibles. Ouais. Puis là, quand tu regardes tes gros coûts, là, ben, maintenance, il est haut, là. Tu sais, il y a souvent l'énergie. Après ça, il va y avoir ta dynamite, ton manpower. Puis après ça, là, tu tombes dans les pièces de rechange de maintenance, là. Fait que là, fait que tu veux couper dans les plus gros parce que c'est là que ça va le plus vite. C'est plus facile. Tu sais, c'est quelques pourcents font des grosses différences. Parce que moi, je me dis, désolé de te couper, mais j'essaie de l'imaginer dans ma tête. Là, moi, en exploration, je sais, il y a des endroits où c'est facile de couper, mais dans une mine, ben, si on a des machines, c'est parce qu'on en a vraiment besoin. Là. Si on achète des pièces, là, c'est parce qu'on a tout calculé, qu'on sait qu'on en a besoin. Comment qu'on peut couper? Ouais. C'est ça la question. C'est ça. Toi, en exploration, tu vas faire moins de mètres. Exact, c'est ça. Au lieu de faire 2000 mètres, tu vas faire 1000 mètres. Puis là, ça gère, ton budget, il est géré. Puis le reste, j'attends l'année prochaine. Mais ça, c'est ça. Moi, ils vont pas me dire on va avoir moins de machines. C'est le même nombre de machines, puis on veut couper, on veut... Fait que là, il y a des choses que tu peux repousser. Comme exemple, là, dans l'usine, ton broyeur, les revêtements à l'intérieur, tu n'auras pas le choix d'échanger. Tu peux pas comme dire je les changerai pas parce que j'ai pas d'argent, sinon ça arrête. Par contre, l'inspection de ta couronne, tu sais, chaque année, on va nettoyer puis on va aller inspecter la grosse guire qui fait tourner ça pour être sûr qu'il n'y a pas de fissure dedans. Ben là, ça, tu vas dire, OK, je l'ai fait l'année passée, je vais prendre un risque, je la ferai pas cette année. OK. Fait que ça revient toujours à une espèce de gestion du risque. C'est quoi la conséquence si je fais pas telle action? Puis la conséquence, ça va me coûter combien? Fait qu'il y a une petite mathématique là, sur ce type d'action-là. Fait que là, la structure qui serait structure d'un concentrateur rouillé. Si je la laisse rouiller un an de plus, OK. c'est quoi ma conséquence? Je pense pas que la bâtisse va tomber à terre. Ça va peut-être être un petit peu plus long faire la job dans un an ou dans 2 ans, mais
je suis capable de... Tu sais, ce genre de maintenance-là, je peux les repousser dans le temps. Fait qu'on va aller chercher dans ce type-là de maintenance plus que dans les... c'est sûr que il y a des pièces, là, des trucs que tu peux pas. Ouais, tu peux pas couper, hein. Tu peux pas. Fait Ouais. que... Ouais, non, je comprends. C'est assez délicat quand même. Et là, vous baignez directement dans ces notions d'optimisation des coûts. Ouais. Parce que c'est des grosses machines qui coûtent beaucoup d'argent. Et pour être amené à miner quand même un gisement au Nunavik, moi j'appelle ça le fin fond du monde, Ouais. il faudrait que le gisement soit extrêmement riche. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi un contrôle des coûts assez serré. Ouais. Et comment est-ce que vous, en tant que département de maintenance, avez-vous un historique de comment est-ce que votre activité arrive à faire des gains à l'entreprise? Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, une décision qui a été prise, qui a fait en sorte que ça a permis à la compagnie en tout cas, d'optimiser ses coûts et de gagner beaucoup d'argent à la fin? Sauver des millions. Ouais, c'est exact, sauver des millions. J'en ai plein. Parce que dans le fond, un département de maintenance, mettons qu'on veut la définition, le rôle d'un département de maintenance, on veut le mettre au plus simple possible, là, c'est d'assurer la disponibilité, soit de façon maximale ou requise. Fait assurer la disponibilité maximale au meilleur coût possible. Parce que s'il n'y avait pas au meilleur coût possible, ça serait facile. Optimal, là, ouais. Ça serait facile. Parce que là, ça serait simple. Je te C'est pas dirais, efficient, c'est ça. je te dirais, Youssef, là, pour être sûr qu'on ait le maximum de disponibilité du concentrateur, on va en bâtir un deuxième à côté. Puis à chaque fois que lui va l'arrêter, on va switcher sur le deuxième, fait qu'on n'en sera jamais arrêté. Ouais. Mais là, cette solution-là coûterait Cher. 1 milliard. Ouais. Fait que là, c'est pas le meilleur coût. Fait que là, meilleur coût possible, c'est ça qui devient challengeant. C'est ça qui fait que c'est un métier qui est challengeant. Là. On veut descendre, on veut que ça coûte le moins cher possible, avoir la dispo qu'on a besoin. Pour descendre tes coûts, il y a comme deux centres deux gros chunks, là. Quand tu regardes les coûts de la maintenance, t'as ton manpower, t'as tous tes humains que tu as besoin pour faire ton travail, puis t'as tes pièces. Fait que pour descendre le coût de ton manpower, tu peux soit les payer moins cher, ce qui est difficile, c'est souvent plus cher d'une année à l'autre, ou en utiliser moins. Puis là, en utiliser moins, c'est quand même complexe. Ça veut dire que pour faire la même quantité de travail avec moins de monde, c'est difficile. Ouais. Ou tu peux faire moins de travail. Là, tu vas avoir besoin de moins de monde, mais c'est rare aussi que la quantité de travail diminue. Puis dans les pièces, tu as encore les deux mêmes options. Payer tes pièces moins chères ou utiliser moins de pièces. Fait que là, je te donne des exemples. Fait que les deux premiers sont... La manpower, c'est difficile. Les pièces, il y a plus d'opportunités. Deux exemples récents qu'on a faits d'en payer tes pièces moins chères. Le plus gros centre de coût qu'on a en maintenance mobile, c'est les pneus. OK. C'est ça qui... Ça coûte combien un pneu? C'est relatif là, à la grosseur de la machine. Du véhicule. Les notes sont 10 000. OK. C'est des pneus qui sont à peu près cette hauteur-là. OK. Mais dans les gros véhicules à Fermont, là, ça peut aller à 50-100 000 le pneu. Le pneu. Mon Dieu. Donc là, on a fait un test avec un fournisseur, un nouveau manufacturier asiatique l'année passée, où ce qu'on a payé les pneus 50% du prix de ce qu'on paye présentement. OK. Puis là, présentement, ça semble être un équivalent en termes de qualité. OK. Fait que cette année, on en a commandé plusieurs conteneurs pour élargir le test à plus grande échelle. Fait que là, ça serait payer tes pièces moins chères. Fait que ça nous autres, ça va nous permettre de sauver des millions par année en coût de pneus. Si ce test-là, ça arrive concluant. Puis un exemple d'utiliser moins de pièces,
Nous autres, l'énergie est faite avec le diesel. On n'est OK. pas connecté sur le réseau d'Hydro-Québec. D'accord. Donc, on produit notre courant avec des génératrices. Les génératrices, c'est des moteurs diesel connectés sur des générateurs. Les moteurs diesel, c'est des Caterpillar 3612, c'est des 4000 HP. On en a 6 des moteurs comme ça dans la centrale principale. OK. Puis dans ces moteurs-là contiennent 800 litres d'huile. C'est un moteur comme dans ton véhicule, là, Wow. mais vraiment très, très gros. Il y a 800 litres d'huile qu'on changeait à toutes les 1000 heures. OK. Puis ça, ce moteur-là, il roule 7500 heures par année, donc 7,5 changements d'huile par année. On a installé un système, puis à 1000 heures, l'huile était plus bonne. Là. Nous autres, on prend des échantillons, puis à 1000 heures, il fallait qu'on la remplace. On a installé un système de filtration externe Mhm. sur l'équipement qui a coûté 10 000 Et avec ça, on est capable d'étirer le changement d'huile jusqu'à 2500 heures. OK. Avec 10 000 $ d'investissement, vous faites des économies. Fait que ce 10 000 $-là nous fait sauver 18 000 par année par génératrice. Wow. Fait que OK. ça va dans la catégorie utiliser moins de pièces, parce que OK. là, on utilise moins d'huile. Mhm. Mais chaque fois que tu essaies d'économiser, là, ça se trouve être un petit projet. Là. Tu sais, il n'y en a pas vraiment des faciles, là, des économies faciles, là, il y en a. Ah, c'est difficile, hein? Il n'entraîne pas beaucoup, là. Fait que chacune là, demande un travail quand même. Ouais. Fait que ça, c'est deux qu'on a fait, deux exemples récents là, qu'on a fait en 2025. Ah, c'est bon à savoir. Maintenant, parce que j'ai plein de questions qui me passent à l'esprit. Franchement, se retrouver au Nunavik, là, tu me parles de diesel, tu me parles d'huile, de machines. Comment tout ça arrive là-bas? Parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a rien. C'est par avion. Mais le diesel, il va pas arriver par avion. Non, Bateau? ouais. Combien de fois par année vous vous faites livrer? 7. 7 fois. Ouais. C'est le même bateau qui repart avec notre concentré. Ah, qui revient chargé. Lui, il arrive avec du diesel, OK, OK. puis il repart avec le concentré. Hmm. Mais oui, c'est ça. Ça, c'est une de nos plus grosses contraintes, là, le fait qu'il n'y ait pas de route d'accès. Il n'y en a pas beaucoup de mines comme ça au Québec. Là. Non. À Fermont, la route, elle se rend à la 389. Là, donc, tu pars le matin, puis le soir, tu es rendu avec un camion. Là. Oui, puis je pense à Fermont, tu peux partir en vol commercial aussi. Et vous, c'est des vols C'est nolisés. tout des vols nolisés. Fait que nous, à la mine, tu as deux façons de venir, c'est en avion ou par bateau. Puis en avion, c'est nos vols nolisés à nous. C'est nous qui... Votre compagnie qui paye l'avion et tout. Ouais, donc là, c'est ça. Fait que là, dans l'avion, il y a vraiment pas beaucoup. Tu sais, l'avion Pas est d'espace. extrêmement limité là, en capacité. Là, Ouais. pour un tiers de notre capacité de l'avion, c'est l'épicerie. OK. Pour te dire, là, Wow. parce que là, on a un campement qui a 500 travailleurs, puis tout le Qu'il faut nourrir et ouais, que puis il y a du frais, là. Tu sais, on a le lait, les légumes, les fruits, tout ça, là, ça monte pas dans le congelé ou dans le vrac. Donc, ça monte par avion, tout ce qui est frais. wow. Fait que là, ce qu'on veut, c'est acheminer le moins de matériel possible sur l'avion, puis maximiser le transport de matériel par bateau. Fait qu'on veut mettre ça dans tout ce qu'on est capable de mettre dans des conteneurs, assez pour faire un an complet. On veut mettre ça sur un bateau. Les bateaux, ils viennent l'été. Le bateau de minerai, lui, il va vers l'Europe, puis la majorité de notre matériel vient de Montréal. C'est les mêmes bateaux qui acheminent le matériel dans les villages inuits. OK. OK. Fait que ça fait des stops Ouais, jusqu'à monter là-haut. ils arrêtent partout, puis là, OK. ils nous débarquent nos conteneurs. Fait que ça, logistiquement parlant, c'est un vrai challenge là, que pas beaucoup de monde ont de l'expérience là-dedans puis de maîtrise ça parce que ça n'existe presque nulle part. Oui, c'est ça, c'est que le talent est limité. Et là, il faut que tu fasses attention parce que si tu perds ton monde qui s'occupe de ça, fait que t'en as pas vraiment c'est pas évident d'en trouver. Extrêmement difficile. Fait que ça, c'est fait que nous autres, à l'avion, c'est un vrai goulot d'étranglement. Ouais. Il y a beaucoup plus de pièces qu'on est capable d'en monter. Fait que là, on essaie de prioriser qui monte. Fait que là, ça devient une autre gestion de plus au quotidien à faire. Wow. Et
partir de Montréal, ça prend combien de temps que le bateau arrive là-bas? Le bateau, s'il fait pas beaucoup de stops, là, c'est pas très long. Je pense qu'une semaine, Ah ouais, OK. OK. ben pas très long, c'est Ouais, c'est relatif, quand là. même une semaine, là, ouais. Ouais, une semaine, là, il se Une rend... semaine, si tu attends ta pièce en une semaine, là, c'est... Ah, si mais, c'est une petite pièce, tu peux le shipper par l'avion aussi facilement, mais... ouais, mais l'avion, c'est un Boeing 737 cargo. OK, Ça veut dire qu'il y a une porte sur le côté, là, une grosse porte, elle a 8 pieds de large. OK, OK, Fait qu'on peut monter des grosses affaires. On peut monter OK. des moteurs de camions, on peut monter il y a, il y a beaucoup de pièces du concentrateur qui pourraient pas rentrer là, mais ça, on les a souvent à la mine déjà. Fait Hmm. que ce qu'on sait qui est critique, qui peut pas monter dans l'avion, souvent, sont déjà à la mine. Puis, mais l'avion, elle a quand même une capacité. Mais quand je monte un moteur, ben, je monte pas d'autre chose. Ouais, c'est ça, c'est Parce que sûr. lui, il Parce que... prend toute la place, puis il prend tout le Puis le poids. lourd, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ouais. Fait que là, c'est vraiment pas avantageux de monter les moteurs sur l'avion, mais on a la capacité. OK. Donc, on n'attend presque jamais des pièces de production sur les bateaux. C'est trop long. Hmm. Parce que le bateau, il part juste à des dates fixes aussi. Là, Ouais, ouais, c'est sûr. si t'as besoin de la pièce comme là, le bateau, il part juste à la fin juin. Il faut que tu attendes fin juin. D'attendre fin juin. Eh, mon Dieu. Fait que c'est nos projets attendre les bateaux. Fait que la plupart de nos projets, là, les pièces, les autres vont attendre, mais quand c'est production, puis qu'on l'a pas à la mine, puis que ça le prend, ben là, on va utiliser notre Boeing. Puis si vraiment ça force, on peut faire des vols seulement cargo parce que notre Boeing amène les travailleurs plus le cargo. OK, ouais. On peut le louer en juste cargo. Ça veut dire qu'il enlève tous les bancs, puis là, on peut le remplir de stock. Mhm. Puis si vraiment ça venait qu'à forcer, là, je pense qu'il est déjà venu une fois dans le temps de la construction. Le Hercule, la grosse avion là, qui est en Alaska, là, que tu peux rentrer comme un tank dedans, là. OK. Elle serait capable d'atterrir sur notre piste. Si jamais il y avait un bris majeur, Ah oui, pour faire monter des affaires plus grosses, c'est qu'on ça. avait absolument d'une grosse pièce que le Boeing n'est pas capable de monter, on pourrait faire affaire avec OK. cet avion-là. Ça coûte extrêmement cher. Puis il y a des bons délais quand même, là, parce que allez, faut que tu réserves. Ouais, c'est ça, c'est parce que c'est pas... Il y en a juste une, là, puis Puis elle il est faut que tu occupée, attendes là. ton tour. Ouais, c'est ça. Eh, ouais. Ouais. Mais ça, en tout cas, moi, je l'ai jamais vu, là, le Hercule. C'est impressionnant comment que les défis sont tellement énormes déjà dans une opération minière classique, mais se retrouver dans une opération minière à l'extrême nord où il y a rien, tout est compliqué. Vous avez des usines qui fonctionnent, des humains qui travaillent dedans, avec toute la pression qui va avec, parce qu'il faut faire de l'argent à la fin de l'année, il faut atteindre les KPIs, et puis ça prend quand même un leadership fort là pour arriver à s'assurer que tout est bien coordonné. Au niveau de la maintenance, toi, en tant que directeur de maintenance, tu as plusieurs superviseurs, des surintendants en dessous de toi, des ingénieurs, des gens qui sont sur le plancher. Ça fait quand même un bon paquet de monde. Comment qu'on gère une équipe comme ça pour s'assurer que tout le monde est aligné sur la vision, la culture de l'entreprise? C'est une excellente question. Dans le fond, là, c'est quoi un bon leader, là? Ouais, c'est Je, ça. je pense que peu importe l'entreprise, je pense que ça ressemble beaucoup. Nous autres, la particularité de notre site, c'est le fly-in, fly-out. Fait que c'est sûr que ça complexifie grandement d'avoir... Il y a 2 personnes qui font le même travail. Mhm. Fait que si je t'engage comme géologue, 2 semaines, tu fais 2 semaines, puis là, tu t'en vas. Il y a quelqu'un qui me remplace 2 semaines. Là, il y a quelqu'un qui te remplace 2 semaines. Fait que là, vous allez vous laisser des notes de croche-chiffre qu'on Ouais, appelle, là. c'est ça. Puis vous allez essayer d'être une continuité. Mais Ouais. ça, là, c'est extrêmement difficile. Tu sais, parce que quand t'arrives, là, puis là, la personne qui est là va avoir pris plein de décisions pendant que t'étais pas là. Ouais. Puis là, toi, tu vas constater ça, puis tu vas pas comprendre toutes ces décisions. Ouais. Il y en a beaucoup, puis tu seras pas d'accord. OK. Puis, mais là, faut pas que tu te défasses, puis que tu refasses comme si c'était toi. Il faut que tu continues.
Fait que moi, ça, professionnellement, c'est ce que j'ai vécu de plus difficile dans toute ma carrière. Pas de deuxième plus difficile. J'ai rencontré des ingénieurs aussi en mécanique qui ont trouvé ça difficile, surtout quand deux gros chiffres sont vraiment pas du tout alignés de la même façon, on voit pas les choses de la même façon. À chaque fois que l'un arrive, il trouve que l'autre a fait de la merde. C'est immanquable. C'est tout le temps de même comme ça que ça marche. Ouais. Mais et surtout pour vous, parce que j'imagine c'est l'avion qui amène l'équipe qui va partir avec l'équipe qui descend. Ouais. Fait qu'ils se voient pas tellement pour parler. Nous autres, ça peut arriver qu'on passe une journée ensemble. Ouais. Des fois même 2 jours ensemble en exploration où on s'assied, on se met à jour, on discute, mais dans votre cas, c'est... Il n'y en a pas de ça. Fait que là, pour tout ce qu'on est capable de pas faire en continuité. Fait que si ton projet, là, je suis pas obligé de le continuer, ben, je vais l'assigner juste à toi. Ton cross-shift, je vais y assigner d'autres projets ou d'autres tâches pour que vous ayez pas à vous partager. Ça, c'est l'idéal. Mais on n'est pas capable de faire ça avec tout. Tu sais, les opérations sont en continu. Donc là, on essaye de se créer des systèmes que l'information va être dedans puis que la décision va être capable de se prendre par le système ou par le groupe au lieu de reposer sur les individus parce que là, les individus, on y arrive pas. Fait que pour faire de la gestion de changement, c'est vraiment, vraiment un grand défi là, parce que on discute, on a des idées, on a des débats, on prend une décision de changer quelque chose avec les personnes qui sont là. Mais là, dans une semaine ou dans 2 semaines ou dans 3 semaines, que la situation va se reproduire, qu'on a décidé qu'on faisait un chantier, qu'on le faisait plus comme ça, là. À cette heure, toutes les personnes qui ont décidé ça sont pas là. Puis là, c'est tous eux autres, c'est tous les cross-chiffres qui sont là. Puis là, eux autres, ils ont vu la note de service, mais là, regarde, moi, je le fais comme que je l'ai tout le temps fait. Là. Je comprends pas pourquoi ils ont changé cette... Fait que la culture du changement, là, est vraiment complexe. Fait que nous autres, on a un meeting à toutes les semaines. Quand on décide de changer quelque chose, on peut pas juste se le dire. On l'écrit sur le tableau, puis notre meeting... notre meeting hebdomadaire, on le prend, il va être apparaître dans un compte-rendu, les explications, puis on l'écrit. Puis quand on fait cette rencontre-là, on révise les 3 semaines précédentes. On relit qu'est-ce qui s'est... On révise tout ce qui s'est fait pour être sûr que tout le monde a l'information, puis qu'il puisse poser ses questions, puis qu'il puisse exprimer son désaccord ou ses incompréhensions pour arriver à ce que tout le monde s'enligne sur souvent l'objectif général, ça va. Mais tu sais, quand on décide de faire des changements pour améliorer, c'est là que la gestion du changement est complexe. Puis au niveau du leadership, je pense qu'il y a une façon simple de l'expliquer là. Moi, dans mon rôle, là, puis dans le rôle d'un peu n'importe qui veut être un bon leader, là, c'est de supporter ton équipe. Si tu supportes ton équipe, il y a des bonnes chances que ton leadership soit positif. Puis là, quand on rentre là-dedans, on rentre dans un paquet de détails, là, mais tu sais, être à l'écoute, être présent, mais je pense que vraiment, de façon sommaire, là, supporter ton équipe dans l'atteinte de leur objectif. Je suis d'accord avec toi. C'est quoi le plus gros défi humain que tu as eu à expérimenter dans ton travail en matière de gestion des humains comme ça? Le plus gros défi humain, je pense que tous les gestionnaires, on va se rejoindre là-dedans, là, c'est quand que t'es rendu à faire un congédiement. Puis ça, c'est inévitable. Hein? Des fois, business l'impose, en fait. Ouais. Ceux-là sont plus faciles. Mettons que c'est des mises à pied on coupe 25% de la... Bon, là, rendu là, tu sais. Mais si dans ton équipe, t'as quelqu'un qui rencontre pas les attentes, puis si t'agis pas comme leader là-dedans, que tu laisses une personne dans ton équipe qui atteint pas les attentes, ça nuit vraiment à ton équipe. Ça nuit à long terme à ton équipe. Tu peux même perdre tes bons joueurs à cause de ça. T'sais, les bons joueurs, ils veulent... Ça, c'est le pire qu'on puisse imaginer, là. Donc là, fait que là, tu fais des interventions avec cette personne-là pour essayer de... Recadrer un peu. Recadrer. Cette personne-là, elle a souvent des qualités puis des forces, mais elle a souvent des
aussi des défauts qui qui font que globalement, ça marche pas. Ça fit pas dans l'équipe. Donc là, on essaie de travailler sur les défauts, mais on réussit pas toujours. Puis là, quand tu es rendu là à faire un congédiement, ça, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile à faire parce que c'est rare. En tout cas, moi, ça m'est pas arrivé là, qu'une personne soit mal intentionnée ou méchante. Là. Tu sais, là, la personne Oui, ça arrive. a fait du mieux qu'elle peut avec Ouais. les capacités qu'elle a. Ouais. C'est Puis, juste, il est pas capable. ouais. Mais Puis, c'est pas intentionnel, c'est pas parce qu'il est mauvais, là. mais tu sais, puis là, on a une relation quand même. Là, tu sais, on est deux humains, puis Ouais. on veut pas là, créer des émotions négatives, puis tout ça, mais ça, c'est ça qui est le plus difficile. Puis dans l'opposé, quand tu réussis avec une personne problématique à corriger les problématiques pour qu'elle réussisse à rester dans l'équipe puis à faire profiter de l'équipe de ses forces que souvent cette personne-là, que t'endures, tu sais, ses défauts, elle les a souvent depuis le jour 1, mais elle a aussi des grosses qualités que t'aimes. Ouais. Mais là, les défauts à long terme, ils nuisent. Ils nuisent, puis ça vient que tu me tu dis, ah ouais, elle est bonne dans ça, mais elle a ça. Mais quand tu réussis à faire évoluer une personne dans peu importe la sphère de la problématique, ça comme gestionnaire, c'est vraiment, vraiment pas glorifiant, mais c'est très satisfaisant, là. Ouais. Ça, là, c'est des succès comme ça. J'en ai quelques-uns en tête là, qu'on a réussi, puis parce qu'à la fin, tu sais, tous les problèmes mécaniques ou de machine, on finit tous par les réparer. Ouais. Tu La sais, seule mécanique qui est difficile, c'est la mécanique humaine, là. mais c'est ça. Fait que ça, on va tous les finir par les avoir, mais nos humains, eux autres, à la fin, ils vont être là, ils vont rester, tu sais. Fait que ça, quand tu réussis à avoir des succès dans cette sphère-là du métier, là, c'est vraiment, vraiment gratifiant. Donc, Non, c'est bon. C'est bon de voir ça et j'imagine que ça doit pas être facile non plus, surtout dans le contexte actuel où on parle souvent de pénurie de main-d'œuvre, etc. On parle là d'envoyer des gens au nord sur des rotations qui sont pas tout le temps, les gens ne sont pas tout le temps ouverts à ce genre de quart de travail. C'est quand même tout un défi de balancer entre garder les gens pour s'assurer quand même au minimum le travail avance versus faire remplacer la personne parce que souvent on n'a pas de kill pour remplacer la personne. C'est tout un challenge et quand même pouvoir recruter les gens. Ouais, ça veut pas dire que tu vas remplacer par meilleur. Ouais, c'est ça aussi. Non, je comprends. Merci beaucoup d'avoir partagé quand même ta vision de leadership avec nous, comme tu dis, c'est de s'assurer vraiment d'être là pour ces équipes et de s'assurer aussi qu'ils soient dans les conditions pour faire très bien leur travail. La question que j'ai envie de poser vite fait comme ça, entre parenthèses, ça arrive parfois que en étant dans le Grand Nord, que vous soyez coincé par le climat et que la personne après son quart de 14 jours soit plus en mesure de descendre parce que le climat est un blizzard, etc. Personne n'est déjà fatigué. Là. Est-ce que tu le gardes sur le plancher ou tu le fais quand même? Comment tu fonctionnes avec ça? Ben, C'est qu'il a atteint ça. On est tous humains, on atteint un pic, puis après ça, on est dans la pente descendante. Là, on n'est plus vraiment éveillé, efficace au travail. Fait prendrais-tu le risque de le faire travailler pareil ou tu le fais juste se reposer en attendant qu'il sorte? Ben, c'est sûr que là, au Nunavik, ça fait partie de la game. Les blizzards, là, il y en a régulièrement. Là. Je dirais pas toutes les semaines, là, mais il y en a beaucoup. Puis là, ben, mais ça, sur la condition de nos travailleurs, on est extrêmement sensible. Tu sais, si on remarque que tu sais, on décèle un risque pour notre travailleur, on prendra pas de chance. Là, on va l'envoyer se reposer dans sa chambre. Fait que ça, c'est toujours notre priorité numéro 1, c'est la santé et sécurité là, sur un site comme ça. Ouais. Fait que ça, on voit que notre travailleur, il est pas là, il est pas dans son assiette. On va pas par défaut l'envoyer, mais nos superviseurs vont prendre du temps monitorer avec lui pour... Puis si on a un doute, on va prendre action. Surtout que
dans le minier, dans le fond, là, les risques auxquels nos travailleurs font face sont grands, là, parce que, tu sais, il y a presque rien qu'on manipule à bras, là. Toutes les choses que nos gars font, là, ça va être avec des ponts roulants, avec des grues, puis, tu sais, on travaille avec de l'équipement lourd. Donc, les risques auxquels on est exposé, souvent, les conséquences, là, c'est la pire conséquence qui peut arriver s'il y a une fausse manœuvre ou il y a une erreur ou peu importe, là. Donc, dans ça guide 100% de nos actions puis de nos décisions, là. La priorité, là, c'est de pas prendre aucun risque inutile, là. On va faire tout en notre possible pour éliminer les risques à la source avant d'aller se mettre les mains dans quelque chose, là. Ouais, non, c'est bien compris. Tout à l'heure, tu disais justement que toutes les machines maintenant sont remote majoritairement. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de mines 4.0, les mines intelligentes. Vous êtes rendu à quel stade et c'est quoi ta vision par rapport à ça? Comment tu vois les choses d'ici les 5, peut-être 10 prochaines années? Ben, 5-10 prochaines années, là, je pense que le plus bel exemple qu'on a présentement au Canada, là, il va y avoir côté Gold de I Am Gold, là, qui ont la nouvelle mine qu'ils viennent de construire. Ontario, oui. Ouais. Les camions là, sont prévus pas avoir de conducteur. Je sais pas s'ils le font présentement, là, mais c'est dans le plan, là, les camions n'auront pas de conducteur. Puis on a la mine Odyssey. Oui, Canadian Malartic. Canadian Malartic, eux autres aussi qui sont all-in là-dedans. Là, ils ont la salle de compte, sont en voie là, d'une opération 100% autonome, on va dire, presque. Pas ça sera jamais 100% autonome, là, mais avec plusieurs véhicules qui travaillent de façon autonome, là, dont les drills, les chargeuses, les camions de transport. C'est sûr que le développement, ça va toujours, toujours, peut-être pas toujours, là, mais pour le moment, c'est encore des humains. Donc, au niveau maintenance, ça, c'est sûr que ça peut être un gros game changer, là, si on réussit à enlever l'humain dans la machine, on élimine un paquet de problèmes. Parce qu'on vient que toutes les décisions sont les mêmes. Fait que si dans la rampe, il y a un trou à quelque part, puis qu'on programme notre intelligence artificielle pour ralentir avant de passer sur le trou, mais tout le monde va ralentir. Puis ils vont passer sur le trou tranquillement. Tandis que mes humains, moi, il y en a peut-être la moitié qui vont ralentir, puis l'autre moitié qui ralentiront pas. Fait qu'au niveau de l'entretien des véhicules, ça serait ça va être un gros avancé là, de pouvoir éliminer l'opérateur. On va se rapprocher du concentrateur où il n'y a pas personne là, qui décide là, de quelle vitesse on va. Là. Tout est automatisé, géré par un automate. Fait les décisions sont déjà prises. Puis quand on fait une erreur, quand il y a de quoi qui arrive, on est capable de revenir et corriger pour pas leur faire le coup d'après. Ce qu'on n'est pas capable de faire vraiment là, avec une flotte d'humains. OK. Puis nous, où est-ce qu'on est rendu présentement? Nous, là, je pense 5 ans, on n'avait pas d'Internet. Pas en tout. On avait de l'Internet, là, mais c'était un Internet par genre les satellites, là. Avec les panneaux paraboliques et tout. Fait que c'était l'équivalent là, de l'Internet de v'là 20 ans, là, quand tu te connectais sur la ligne de téléphone. Là, là, Fait que pour parler à nos gens, là, on avait on pouvait pas faire d'appels vidéo ni audio. On avait des cabines téléphoniques dans le corridor pour appeler nos gens. Fait que là, avec l'apparition du Internet satellite basse altitude, là, les Starlink et autres, là, on est rendu avec de l'Internet haute vitesse. OK, wow. Ce qu'on n'avait pas avant. Fait que là, ça change tout. Ça change tout. Ça ouvre un paquet de portes.
Fait que là, notre mine, la mine Méquillon, là, qu'on a commencé à exploiter il y a 2 ans, elle est designée pour avoir du réseau, du Wi-Fi, du LTE dedans. Wow. Donc OK. là, cette année, on a commencé, on opère on a 2 stations de téléopération pour opérer dans le fond, on a présentement une chargeuse navette qu'on opère dans une chaise dans le campement OK. entre les corps de travail. Ça veut dire que quand les gars dépunchent, les mines sont loin, il y a du transport, donc il y a 3 heures là, où il n'y a personne dans la mine. OK. Fait qu'on a un opérateur qui fait de la chargeuse navette Pendant entre cette les corps de période-là. travail. OK. Puis on a la même chose, on est en train de faire la même chose avec une drill de production pour faire nos trous pour le dynamitage. On va opérer la drill entre les corps de production. Fait que là, ça, c'est les premières étapes, c'est opérer entre les corps de production. Avant qu'un opérateur opère pendant le corps de travail plusieurs machines, là, qui est le résultat comme plus final. Mais là, nous autres, on est à je sais pas, l'étape 1, là. Ouais, non, c'est bon, c'est bon. Ça montre que finalement, l'Internet vient un peu changer vraiment le paradigme et c'est très positif de voir que c'est rendu là-bas. Ouais. Et on s'achemine à la fin de cet enregistrement, Simon. Mais avant de finir, j'aimerais pouvoir te laisser le mot de la fin. Si tu voudrais bien laisser un message aux plus jeunes ou aux personnes qui sont déjà à l'œuvre dans les mines, que tu aimerais ça leur laisser des conseils, là. Ouais, ben moi, je laisserais un message peut-être justement pour la relève là, dans la maintenance. Maintenant, c'est vraiment un domaine d'activité qui est intéressant. Si tu aimes ça régler des problèmes en maintenance, il faut que tu choisisses sur quel problème tu vas travailler parce qu'il y en a plus que tu es capable d'en gérer. Donc, c'est vraiment un domaine qui est stimulant. Donc, je t'invite à essayer ça. Puis dans le mining, c'était encore une coche de plus là, parce que là, tout devient énorme, tout devient comme tu verras pas ça nulle part d'autre ailleurs. Et aussi, là, pour travailler dans une mine, t'es pas obligé de rester à Val-d'Or ou à Fermont. Tu peux rester à Montréal, puis venir faire du fly-in, fly-out. Fait que nous autres, on déplace nos travailleurs à la mine, puis on les ramène. Donc, c'est accessible pour n'importe qui est n'importe où, dans le fond. On a de nos employés qui restent au Costa Rica. On a nos employés qui peuvent être partout là, à la grandeur de la planète. Donc, ça offre une vie qui est différente, c'est sûr, là, en fly-in, fly-out. Donc, c'est pas pour tout le monde la vie en campement. C'est pas pour tout le monde les 26 semaines de congé par année. Mais c'est ça. J'invite à venir essayer ça. Vraiment un beau milieu. D'accord, d'accord. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci, Simon. Merci d'avoir partagé vraiment toute ton expérience en matière de maintenance minière. Simon, comme il a dit, hein, il a fait toutes les différentes strates de cette dimension de l'industrie. Et comme vous avez vu, les challenges, ça s'arrête pas. Surtout quand on se retrouve dans un contexte nord-québécois avec un environnement ou un écosystème très dur, très rude et où même les arbres ne poussent pas. On imagine bien qu'est-ce que ça peut avoir comme impact au niveau humain, mais il y a toujours des hommes et des femmes qui sont prêts à aller justement pour continuer à alimenter la planète en minerais, ce qui est très important et nous sommes très contents de voir les gens qui s'impliquent et qui viennent un peu partager leur expérience avec nous. Donc, c'est la fin de cette émission. Nous vous remercions d'être toujours avec nous, à nous suivre sur toutes nos plateformes, hein, LinkedIn, YouTube, Facebook, Apple Podcast, Amazon Podcast, Spotify. Continuez à nous suivre et puis continuez à vous abonner. Et nous vous invitons aux prochains épisodes qui vont suivre. Et bientôt, c'est l'été. Donc, on va avoir à parler des thématiques qui ont un lien avec les activités en été. Donc, restez connectés et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup, Simon. Merci à toi.